Et vous mettrez en Oui, diapo? oui, oui, j'y suis là. Très bien. C'est commencé. Donc là, on se dit bonjour déjà. Oui, Ouais. bonjour. Alors, bonjour à tous et à tous. Nous allons donc débuter pendant 1 heure et demie, de 10 heures à 11 heures 30 euh, une belle conférence sur une enquête sur les chiffres en collectivité territoriale, en compagnie donc de Pascal et de Christine qui vont se présenter. Merci à tous et à toutes d'être à l'heure d'ailleurs. Je pense que vous avez bien noté cette conférence. Pour l'instant, vous aurez donc le micro coupé. Nous prendrons donc les questions 15 minutes avant la fin. Donc vous pouvez aussi mettre des commentaires, je les lirai pour après alimenter le débat. Voilà, donc là on va vous présenter les objectifs de cette enquête. Donc c'est l'impact des chiffres en collectivité territoriale depuis leur création. C'est explorer le rôle des collectivités dans le soutien à la recherche et aux doctorants et leurs besoins pour accompagner le développement des territoires, les ressources et dispositifs mobilisés dans le cadre des chiffres territoriales, les effets sur la professionnalisation et le pouvoir d'agir des doctorants impliqués. Donc d'ailleurs, on aura Christine qui nous fera une bonne démonstration. Surtout comme information, c'est une analyse des données chiffres qui sont disponibles depuis 2011 et l'enquête a été réalisée auprès de doctorants et anciens doctorants chiffres. Donc je vais demander à nos deux intervenants de se présenter. Donc Christine, dont vous voyez l'image qui s'affiche, se présentera. Et ensuite, Pascal, bien entendu, juste avant, donc cette belle collaboration entre l'ANRT, l'Université Côte d'Azur et bien entendu l'APEC. Moi, je suis Claudine Pierron, chef de projet à l'APEC. Et donc, vous me voyez souvent bien mobilisée sur l'insertion professionnelle des docteurs, en particulier avec Cap Docteur, que nous réalisons chaque année, mais aussi un atelier qui s'appelle donc Comment valoriser votre doctorat. Christine, je te passe la parole. Oui, bonjour. Écoutez, je suis ravie sur ce premier webinaire, une enquête sur les collectivités territoriales et la place de la recherche. Moi, je suis maître de conférence associée en sciences de l'éducation, rattachée à l'Université de Nice, plus spécifiquement à l'INSPE. Je suis responsable d'un master cadre éducatif et puis mon ADN, je suis juriste droit des collectivités territoriales. Donc, c'est pour ça que j'apporte mon expérience et mon regard de croisé en tant que docteur en sciences d'éducation, juriste droit des collectivités territoriales. Alors, ça fait plusieurs années avec Claudine, au niveau de quatre docteurs, qu'on introduit cette problématique, la place de la recherche au niveau des collectivités territoriales. Et pour bien définir de quelle façon les collectivités favorisent l'accès à la connaissance et l'ouverture à la recherche, eh bien, de quelle façon on peut la définir comme un espace capacitant, c'est un terme que vous connaissez bien. Et cet espace capacitant, ça crée les conditions favorables au développement de capacités individuelles et collectives en s'appuyant sur l'intelligence des acteurs, la coopération, l'accès à la connaissance et surtout l'ouverture à la recherche. Et dans ce cadre, l'innovation n'est pas une fin en soi, mais un processus d'adaptation créatif aux enjeux sociaux, écologiques et numériques du territoire. Et sur l'aspect innovation, je reviendrai tout au long de mon intervention. Merci. Merci Christine. Pascal? Très bien, merci beaucoup. Merci Claudine et merci Christine pour cette introduction. Donc Pascal Jat, je suis chef du service chiffres à l'ANRT. J'ai un peu de bruit environnant aujourd'hui au bureau, donc c'est pour ça que je passe par ce casque et en espérant que vous m'entendez bien. L'ANRT, en deux mots, l'Association nationale de la recherche et de la technologie, c'est une association qui a été créée en 1953 et qui a pour vocation de créer du lien entre la recherche publique et la recherche privée. Nous fonctionnons à partir de membres qui adhèrent à la NRT. Alors, nous avons des groupes, des PME, des ETI, des startups, une région. Nous avons également tout l'écosystème public, hein, c'est-à-dire les organismes de recherche publique, hein, et la quasi-totalité ou la totalité des universités françaises. Donc, on est à un creuset de mise en relation entre le public et le privé au prisme de la recherche. Nous sommes transversales, donc nous couvrons tous les domaines de la recherche et je l'ai dit, tout type d'acteurs de la recherche. Nous rassemblons à peu près les trois quarts des efforts de recherche en France actuellement.
Et parmi les activités de la NRT, il y a également la gestion du dispositif CIFRE, dont on va parler plus précisément aujourd'hui, qui est un dispositif qui est porté par le ministère en charge de la recherche. Donc aujourd'hui, il s'agit du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Il a été créé en 1981, ce dispositif, et nous en avons la gestion et la promotion depuis sa création, depuis 1981. En quelques mots, il s'agit de positionner un doctorant ou une doctorante qui est embauché par une structure. La structure peut être une entreprise, mais ça peut être, comme nous allons le traiter aujourd'hui, une collectivité territoriale ou une association ou tout type de structure dont le mandat principal n'est pas de faire de la recherche. Voilà. Donc ce doctorant ou cette doctorante est embauché par la structure et va partager son temps entre la structure en tant que telle et un laboratoire académique où travaille son directeur ou sa directrice de thèse. Donc c'est une formation de diplômante, c'est un accompagnement à la formation doctorale et ça se concrétise par une subvention d'État qui est allouée à l'employeur de 14 000 euros par an. La CIF dure 3 ans. Donc, c'est de la trésorerie qui est allouée à l'employeur de 42 000 euros à terme. Voilà pour l'écosystème de la CIF. Je pense que la plupart d'entre vous connaissent la CIF, mais je voulais être sûr que c'était bien dans les esprits de chacun. Donc, nous sommes mandatés pour gérer ce dispositif depuis le dépôt des candidatures. Nous avons à peu près 2000 candidatures par an jusqu'à passer par les expertises de ces dossiers. Et puis, une fois que le dossier est accepté, nous avons un processus de financement qui dure 3 années. Et la subvention est versée à chaque trimestre échu directement par virement bancaire auprès de l'employeur. Voilà, c'est très simple comme organisation. Et le dispositif CIFRE est accessible aux collectivités depuis 2011. Et je vais peut-être commencer cette analyse, Claudine. Oui, alors oui, là on va commencer l'analyse des données CIFRE en collectivité territoriale. Alors bien entendu, moi j'ai le privilège d'alimenter le débat parce que je vais poser des questions au fur et à mesure à Pascal et à Christine. Donc oui, on débute l'analyse des données. Allez-y, Pascal. Très bien. Alors, on s'est basé sur les données dont nous disposons, nous à NRT. On a une base très consolidée de la quasi-totalité des chiffres depuis leur création. Et lorsqu'on isole les chiffres en collectivité territoriale, donc depuis 2011, on a identifié pas loin de 700 projets. Donc 700 chiffres ont eu lieu dans les collectivités territoriales depuis 14 ans. Alors, la classification, le classement des collectivités s'appuie sur le Centre national de la fonction publique territoriale qui définit une collectivité territoriale comme étant l'un des acteurs suivants, donc un conseil régional ou un conseil départemental, un service d'incendie de secours qui sont rattachés souvent à la région ou au département, des centres de gestion proprement dit, des communes selon le nombre d'habitants. Donc, on a coutume de les dissocier entre des communes de moins de 10 000 habitants, entre 10 000 et jusqu'à la porte de 40 000 et au-delà de 40 000 habitants. Ensuite, les établissements publics de coopération intercommunale, les EPCI, globalement, ce sont les communautés de communes, les agglomérations, etc. C'est cet écosystème comme cela, à des centres communaux d'action sociale, ou les caisses des écoles, des syndicats, mais des syndicats au sens syndicat intercommunal, pas syndicat au sens public ou au sens habituel du terme. Et puis, il y a une catégorie qui ne rentre dans aucune de celles-ci, qu'on a classifié nous comme autres, qui peuvent être des musées, des parcs naturels, des chambres des métiers ou même des ARS. Voilà. Donc ça, c'est l'écosystème des collectivités telles qu'on va les analyser dans les prochaines diapositives. Alors, ce qui veut dire, Pascal, là, on n'a pas toujours une bonne vision, en tout cas les doctorants, futurs doctorants, n'ont pas toujours forcément une vision de cet écosystème. Et là, au moins, on a, je dirais avec précision, quels sont les contextes, enfin, en tout cas les appellations. Exactement, c'est Ouais, absolument. Surtout qu'on a tendance à limiter les collectivités aux mairies. voilà, c'est ça, tout à fait. Et voilà, c'est pour montrer qu'il y a une richesse et qu'il y a une diversité à proprement parler des collectivités et qui peuvent s'emparer de projets CIFRE. Alors, quand on regarde les quelques 700 projets, on voit qu'on a une répartition de 60% de femmes et donc 40% d'hommes, qui est une répartition qui est plus féminine que la répartition
total de toutes les CIFRE. Quand on regarde l'écosystème des CIFRE, on est plutôt autour de 40% de femmes. Alors, ça fluctue ces dernières années. On est monté à 42% de représentation de femmes dans les CIFRE tout confondu en 2024. Mais sur les années qui nous concernent, c'est-à-dire 2011-2024, on est plutôt autour de 40% de femmes. Donc, c'est une population plutôt féminine des CIFRE dans les collectivités territoriales. Et quand on Alors, regarde la je, répartition d'origine, je oui, vais juste oui, Christine, compléter, oui, puisque c'est un chiffre plus important. C'est pour préciser qu'il y a 70% de femmes dans les conseils départementaux, 64% dans les communes, les EPCI, 59% dans les conseils régionaux, 31% dans les communautés urbaines métropoles et 14% se disent. Donc, ce qui d'accord. veut dire que l'écosystème est très féminisé. Et Mhm. 69% de catégorie A femmes, 43% d'A+, et 42% poids fonctionnel. Voilà, pour D'accord. établir justement la spécificité de la territoriale. Très bien. Mais c'est bien de mettre en perspective effectivement ce chiffre un peu brut et global avec ce qui est la réalité dans l'écosystème. Merci. Merci, Christine. Alors, en chiffres, on s'intéresse toujours à l'origine géographique. Alors, c'est très proche de la nationalité des candidats. Et on observe que pour cette population, on est plutôt à près de 90% de population française, de nationalité française, qui est aussi supérieure à la représentativité des Français et des Françaises dans les chiffres, toutes catégories puisqu'on est plutôt autour de trois quarts, 75%. Là, on voit on est quand même au-dessus. Ensuite, les autres populations, enfin les autres origines géographiques, ça suit à peu près la répartition en proportion. Maghreb qui vient souvent en deuxième, ou ici c'est l'Afrique subsaharienne, mais c'est plutôt le Maghreb et l'Union européenne qui arrivent en deuxième position dans les chiffres toutes catégories. Mais en tout cas, voilà, majoritairement plus de Françaises et de Français dans les collectivités territoriales pour les chiffres. Donc ça veut dire que c'est plutôt des chiffres plutôt connus par la communauté française, plutôt. Donc ce qui veut Absolument, dire, tout à fait. voilà. Tout à Mm, fait, absolument. Oui, oui, mm. absolument. Euh, Ensuite, on s'est attaché à regarder l'évolution depuis 2011. Donc, vous avez ici le nombre, donc en vertical, vous avez le nombre de chiffres, hein, et puis bleu femme et orange homme, et c'est la répartition par année. Et on voit qu'il y a vraiment deux. D'abord, on voit qu'il y a une évolution. Donc, on voit qu'on augmente avec des fluctuations, mais on voit qu'il y a une tendance plutôt vers la progression. Et puis, deuxième point, on voit que jusqu'en 2016, on est soit équilibré en termes de représentation hommes-femmes, soit parfois même plus d'hommes que de femmes. Alors, il s'agit de populations sur des petits nombres, hein. Par exemple, en 2015, on voit qu'on a un total de 31 chiffres, hein. Donc c'est très peu, avec une majorité d'hommes sur cette année, 15 et 16. À partir de 2017, hein, on voit qu'on a plutôt un retournement de situation avec une féminisation de plus en plus forte de cette population et qui se traduit sur l'ensemble de ces 14 années comme une population plutôt féminine à 60%. Voilà. Après, on voit qu'on avait une belle croissance de 2020 à 2023. Alors, on voit qu'en 2020, on a une petite baisse par rapport à 2019, mais ça, c'est une baisse générale des chiffres liés à la situation du Covid qui a marqué un petit point d'arrêt. On a une baisse de 13% des chiffres sur l'année 2020 par rapport à 2019. Et on voit qu'on a une belle reprise en 2021, qui est également le cas de l'ensemble des chiffres. Et on peut constater qu'il y a une progression quasi linéaire jusqu'en 2023. Puis il y a une petite baisse en 2024. Alors, les raisons, il faudrait analyser plus avant, mais probablement liées à la situation aussi économique que peuvent rencontrer les collectivités territoriales, qui peuvent aussi expliquer qu'il est peut-être plus difficile de défendre un projet de recherche au sein d'une collectivité, à commencer par défendre la position du doctorant ou de la doctorante dans la collectivité, et puis évidemment dégager un salaire qui est sur 3 années. Donc, il faut aussi qu'il y ait un engagement des collectivités sur les 3 années de la CIFRE. Donc une progression assez importante féminine, quoi, qui est quand même. Exactement, Mais en même temps absolument. aussi, peut-être que c'était des environnements peu connus et qui maintenant se généralisent, en fait. Je pense que ça a maintenant une vision. Peut-être que c'était un environnement qui n'était pas forcément identifié du côté féminin.
Possible, possible, Ouais, absolument. Oui, je pense qu'il y a puis il y a des, sans mettre l'alerte en avant, mais il y a aussi une politique de communication qui s'accroît d'année en année et qui vient supporter l'accroissement des chiffres dans tous les secteurs, y compris dans le secteur socio-économique des collectivités. Donc oui, ça participe au fait qu'on ait une augmentation depuis plusieurs années. très bien. Alors, on a aussi regardé la typologie des collectivités territoriales. Donc, on reprend la répartition dont je vous ai parlé en termes de profil en introduction de cette conférence. Et on voit qu'il y a effectivement une inégalité de présence des doctorants et doctorantes selon le profil de la collectivité. Mais ça, j'ai envie de dire, on le voit aussi pour d'autres chiffres et d'autres types d'acteurs qui portent des projets chiffres. Donc, c'est pas complètement incohérent. En revanche, ce qu'on constate, c'est que si on regarde les trois plus grands porteurs de chiffres, que sont les communes de plus de 40 000 habitants, les établissements publics de coopération intercommunaux et les conseils départementaux, on voit que ces trois entités rassemblent les 2 tiers des chiffres. Donc on voit qu'il y a une concentration des chiffres dans ces grands acteurs que sont ces trois collectivités territoriales très distinctes. Ce qu'il faut noter aussi, et ça nous a un peu surpris en analysant les données, c'est que la représentativité dans les conseils régionaux est Mm. finalement 2 fois plus faible que dans les conseils départementaux. On voit qu'on a 15% des chiffres dans les conseils départementaux et que 7% dans les régions, dans les conseils régionaux. Donc on voit qu'il y a quand même un comportement différent pour les 2 grands conseils que sont départementaux et régionaux, qui est quand même intéressant à analyser. Alors, il faudra aller plus loin dans l'analyse, mais alors, première hypothèse, peut-être rapide, peut-être que dans les conseils régionaux, c'est plus compliqué à défendre un projet de thèse que dans un conseil régional qui est peut-être plus localisé, où la gestion est peut-être plus simple. Alors, je ne connais pas bien la gestion des différents acteurs des collectivités territoriales, mais ça va être une explication peut-être une plus grande difficulté à positionner un projet de recherche dans un conseil régional qui est plus grand, qui est plus vaste qu'une commune où la défense de ce projet est peut-être plus immédiat. Voilà, c'est qu'une interprétation de cette Pascal, situation. il y avait une petite question dans la conversation qui demandait, quand vous avez mis autre, avez-vous intégré s'il y en a des agences d'urbanisme parapubliques, membres de la FNAU, par exemple? Il y a une question de Hmm. Laurent. Alors, c'est une bonne question. Dans les autres de mémoire, c'était vraiment musées, parcs régionaux, ARS, mais j'ai pas souvenir qu'il y avait une Hmm, très grande diversité au-delà de ce que j'ai décrit. Voilà. d'accord, d'accord. Il y avait une question aussi sur comment la collectivité territoriale peut déposer un projet de thèse auprès de l'ANR. Est-ce que le financement de la collectivité, 42 euros, provient nécessairement de ressources propres? Alors, c'est une très bonne question. D'abord, les dossiers de candidature sont à déposer sur le site de l'ANRT. Je sais qu'il y a souvent une confusion avec l'ANR. L'ANR, ouais. L'ANR, c'est l'Agence nationale de la recherche, qui est une entité qui dépend du ministère, qui est une entité publique, c'est une agence publique qui n'a absolument rien à voir avec l'ANRT, qui, je le rappelle, est une association privée de loi 1901 à but non lucratif et qui porte des chiffres par un contrat de mandat qui nous lie avec le ministère en charge de la recherche, mais ça s'arrête là. On n'est vraiment pas du tout l'ANR, on est vraiment une entité qui est très très déconnectée de l'ANR. Voilà, ça c'est une précision. Alors, le processus est simple. Il faut déposer un dossier de candidature directement sur une plateforme de mise en relation sur le site de l'ANRT. Quand vous allez sur le site de l'ANRT, il y a un onglet chiffres et vous avez dépôt de candidature. Et là, vous déposez, alors on vous crée un compte, et puis vous déposez un certain nombre de documents et d'informations que vous rentrez en base. Il faut à peu près compter 40 minutes pour déposer un dossier, c'est relativement rapide. Et il y a une dizaine de pièces justificatives du dossier, que sont une lettre d'engagement, d'intention d'engagement de la collectivité, qui dit je m'engage à engager, oui, je m'engage à proposer un emploi dans le cas d'une cifre à tel doctorant ou telle doctorante, en partenariat avec tel laboratoire académique sur tel projet, et en précisant que ce projet correspond à des enjeux stratégiques de la communauté. Voilà, ça c'est une première chose. Ensuite, une lettre du laboratoire qui dit que le laboratoire s'engage à accueillir en tant que thésard telle personne en lien avec la collectivité territoriale, en la citant, et sur le projet de recherche. Et enfin, une
lettre de l'école doctorale qui dit que le doctorant ou la doctorante a toutes les ressources et toutes les capacités pour mener ce travail de recherche en collaboration avec la collectivité territoriale et le laboratoire. Voilà, ça c'est les pièces maîtresses. La pièce principale, c'est évidemment le projet de recherche, qui doit être entre 5 et pas plus de 20 pages, avec une bibliographie à jour, avec une méthodologie qui doit être précisée, et avec des enjeux livrables sur les 3 années. Voilà, ça c'est vraiment important. Et puis après, des pièces annexes qui sont le CV du candidat. Alors une chose importante, c'est que le candidat doctorant ou doctorante ne doit pas forcément être diplômé du Grand Master. Ça, c'est très important. Il peut être en cours de diplomation du Grand Master. Il peut être en fin de Master 2, par exemple. Ou, alors, c'est plus rare, mais école d'ingénieur pour d'autres profils. Voilà. J'ai une Et petite puis, question, ce sera oui, la dernière. oui, Pascal, c'est pour qu'on conserve le temps quand même. Est-ce qu'il est oui. possible pour un doctorant de proposer spontanément une cifre à une collectivité territoriale? Eh bien, on l'encourage même, hein. C'est-à-dire que le montage d'un projet CIFRE, il peut se faire de différentes manières. Voilà. Vous pouvez avoir des collectivités qui ont déjà des projets qui vont être à la recherche de doctorants et potentiellement d'un laboratoire d'accompagnement. Vous avez l'inverse, des doctorants qui sont porteurs de projets et enfin des candidats qui sont porteurs de projets et qui sont à la recherche d'une collectivité territoriale et d'un laboratoire académique. Et inversement, vous pouvez avoir un laboratoire qui est à la recherche des 2 autres partenaires. Donc c'est très variable. Mais oui, bien sûr, on encourage des candidats à prendre contact auprès des collectivités. Alors, il faut que le ciblage de la collectivité soit en lien avec l'écosystème de la collectivité. Si vous avez un territoire qui est très enclin à travailler sur des enjeux de géographie, des enjeux de population du territoire, il faut que, si vous savez que ce territoire est très impliqué dans ce domaine-là, vous allez plutôt cibler un projet qui va concerner ces enjeux-là. Après, si vous avez un territoire qui est très, très orienté vers les politiques sociales, eh bien, il serait préférable que votre projet soit dans ce projet-là, enfin dans cette recherche-là. Voilà. Donc il faut qu'il y ait une convergence des objectifs de tous. Et je terminerai sur autre chose qui est une autre plateforme qui est différente de la plateforme de candidature, puisque pour déposer une candidature CIF, il faut que les 3 acteurs soient présents. Il faut que le projet soit déjà construit. On a une autre plateforme qui s'appelle Offre et candidature, qui est très différente de la plateforme dont j'ai parlé précédemment, qui là, pour le coup, est une plateforme de mise en relation en amont. Donc, vous êtes candidat doctorante, vous pouvez vous inscrire et vous allez après naviguer, c'est gratuit bien sûr, et vous allez naviguer où vous allez pouvoir être mis en relation avec des collectivités et des laboratoires. Et inversement, une collectivité, on encourage à ce qu'elle dépose sa candidature en tant que futur employeur. Et vous pouvez aussi ensuite aller, alors on a à peu près 1000 doctorants, enfin candidats doctorants qui sont présents sur cette plateforme. Donc, on encourage fortement à vous inscrire. Donc, bien distinguer, offre et candidature, c'est très en amont du projet. Et dépôt de candidature, qui là, pour le coup, est vraiment au moment où le projet est déjà construit. Je vous laisse continuer, Pascal. Il y a beaucoup de questions, mais j'essaierai de les résumer. Pas d'inquiétude, hein, je Très les bien. suis. Très bien. Allez-y, continuez, Pascal. Alors, on va passer à la diapositive suivante. Alors, ici, on a regardé, alors, un point qui est extrêmement important, c'est le salaire. On sait bien que c'est le nerf de la guerre et c'est important de bien parler du salaire. Alors, j'ai parlé du salaire en chiffre général et puis après, on fera un focus sur le salaire. Le salaire en chiffre général, d'abord, il y a un salaire minimum qu'il faut respecter. Le salaire minimum, il est fixé par le ministère et il augmente jusqu'en 2026. Pourquoi? C'est parce que Mme Sylvie Retailleau, qui était ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, il y a 2 ans, a décidé d'aligner le salaire minimum des CIFRE avec le salaire des contrats doctoraux de droit public, c'est-à-dire les thèses financées par l'État. Donc, on a cette exigence à ce que le minimum soit à hauteur du salaire des doctorants en contrat public. Et ensuite, il augmente. Alors, évidemment, pour les CIFRE, on est dans un écosystème majoritairement privé ou parapublic, où les salaires sont libres. Donc, il s'agit de respecter le salaire minimum, mais le salaire est libre. Donc, on a des salaires qui peuvent être très élevés, qui correspondent à des grilles d'embauche salariale, notamment de grands groupes, qui obéissent à des critères bien définis. Pour les collectivités territoriales, il y a aussi des salaires d'embauche en fonction du profil, enfin pas du profil, mais du poste qui va être proposé au doctorant ou à la doctorante. Donc, c'est pour ça qu'on a aussi un salaire qui est... Alors, globalement, le salaire dans les collectivités territoriales, il est supérieur
au salaire minimum. Donc ça, c'est un bon signe. C'est-à-dire que les collectivités, alors je parle du moyenne, hein, bien sûr, mais il y a des collectivités qui malheureusement vont devoir salarier au salaire minimum d'embauche. Mais il y a quand même des efforts qu'il faut relever de certaines collectivités à proposer des salaires plus élevés. Et là, vous avez la répartition des salaires moyens donc, sur cette période, hein, 2011-2024, et on voit que en fonction du profil des collectivités, ben, on a des collectivités qui. Donc, vous avez ici le salaire moyen d'embauche. Et ce qui nous a étonné, hein, mais je le dis, c'est que les communes plus importantes, notamment de 40 000 habitants ou jusqu'à 40 000 habitants, eh bien, ont un salaire moyen qui est finalement inférieur aux communes de moins de 10 000 habitants. Alors, la différence n'est pas énorme, mais il y a quand même une différence qu'il faut souligner avec un effort qui semble un peu plus conséquent en moyenne pour les petites communes. Voilà. Et puis, les EPCI sont aussi dans le haut du panier. Et puis, le plus important, ce sont les conseils régionaux. Donc, il y a ce paradoxe à ce que la représentativité d'un conseil régional est finalement est inférieure aux autres grands acteurs des collectivités, hein, notamment les conseils régionaux. Mais à l'inverse, les salaires sont effectivement plus attractifs et plus élevés dans les conseils régionaux. Et j'ai mis aussi dans la partie basse droite de la slide, j'ai mis par tranche de salaire. Et on voit que certes, le salaire moyen est élevé. On a même des salaires qui vont jusqu'à plus de 35 000 euros, mais ça reste très minime. Vous voyez, ça correspond à quelques chiffres. C'est quand même une gaussienne assez resserrée autour de la moyenne. Et je voulais aussi porter votre attention sur le fait que la différence entre le min et le max, c'est-à-dire entre les centres de gestion et les conseils régionaux, n'est que de 14%. Donc il y a quand même une répartition des salaires qui est plutôt assez resserrée. Et puis, je l'ai dit, le salaire est inversement proportionnel à la taille de la commune. Voilà, ça nous a aussi surpris. Voilà. Donc, à retenir, c'est qu'il y a une cohérence des salaires, il y a une variation des salaires en fonction de la communauté, ça c'est important. Les plus généreux, si je veux dire, ce sont les conseils régionaux. Et enfin, vous avez un salaire qui est inversement proportionnel à la taille de la commune. C'est-à-dire, plus la commune est petite, plus le salaire semble plus élevé, en moyenne, bien sûr. Alors, si on a terminé sur les salaires, je Alors, juste vais. une petite Oui, le question, salaire, c'est oui, bien sûr. est-ce que ça se fait de négocier le salaire pour une future cifre? Moi, j'imagine que il y a un barème déjà. Beaucoup de doctorants hésitent par peur que la seule question soit rédhibitoire. Alors, la question n'est pas forcément tout dépend quand la question est posée, évidemment. Mais je suis d'accord qu'il y a il y a des grilles qui sont imposées par la collectivité en fonction de leurs moyens déjà, et puis en fonction du statut du doctorant au sein de la collectivité. Donc la négociation, je pense, elle est relativement faible, mais si elle est bien menée, si elle est menée en transparence et sans que ce soit agressif, hein, sans que le salaire soit forcément mis en avant, comme étant un prérequis d'être embauché par une collectivité, ça peut tout à fait se justifier. Voilà. Hmm. Ok, Il on faut mettre un peu de continue. diplomatie dans les négociations, je pense. Ben oui. Alors, je poursuis quelque chose de très important et sur lequel Christine reviendra dans la deuxième partie de cette conférence, quand elle fera l'analyse de l'enquête qu'on a menée en parallèle. C'est qu'en fait, on voit que les fonctions d'encadrant sont quand même à 80% des fonctions d'encadrement et des fonctions de direction. Vous avez ici 45% des chiffres sont rattachés directement. Là, on parle du tuteur, hein, c'est vraiment l'encadrant au sein de la collectivité, celui qui va suivre au sein de la collectivité, en parallèle du directeur de thèse dans le laboratoire, vraiment la personne qui va suivre le doctorant ou la doctorante. Et on voit que à 45%, ce sont des responsables de service, des chefs du bureau, des secrétaires généraux, et à 34% directement, des directeurs généraux, des présidents, des vice-présidents, là c'est dans les conseils régionaux et départementaux, voire le maire qui est directement investi comme étant l'encadrant, probablement dans les petites structures. Donc les deux, on voit on est quasiment à 80%. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment une reconnaissance de ce travail du doctorant qui est vraiment rattaché à la direction générale des collectivités. Donc c'est pas encadré par des services qui peuvent être j'ai envie de dire plus opérationnels, hein, ce qui n'a rien de péjoratif, mais on voit que le fait de rattacher l'encadrement au sein de la collectivité à des fonctions de direction et de management, c'est quand même un signe du positionnement de la doctorante dans la collectivité territoriale. S'il n'y a pas de questions, Non, on peut passer. on peut passer à la suivante. Alors, on s'est aussi intéressé au domaine scientifique. Alors, je rappelle, les domaines scientifiques, c'est défini d'abord par 10 grands domaines
qui sont définis par le ministère en charge de la recherche et qui vont des mathématiques à la physique, à la chimie, aux sciences de l'ingénieur, j'en oublie certainement, aux sciences et techniques de l'information et de la communication, qui sont l'informatique, l'agronomie, la santé, et puis, chose importante, les sciences de l'homme et de la société, les fameuses SHS. Petite parenthèse, les SHS, c'est la discipline, quand on regroupe sciences de l'homme et sciences de la société, c'est la discipline première dans les chiffres. Ça se prend toujours quand on dit que les chiffres, c'est entre 27 et 30% dans les domaines SHS. Voilà. Ça, c'est vraiment, il faut le souligner. Alors, ça veut dire que 70%, c'est des sciences technologiques, comme le STIC, comme le sens de l'ingénieur, comme la chimie, comme la physique, comme l'agronomie. Mais il n'empêche que, individuellement, prises individuellement, les sciences de l'homme et la société, c'est la première discipline en chiffres. Alors, dans les collectivités territoriales, c'est encore plus marqué, puisqu'on voit qu'on est à plus de 80% dans les domaines de sciences de l'homme et sciences de la société. Alors, il y a deux raisons. D'abord, les communautés, les agglomérations, les communautés de communes, les collectivités territoriales en général portent des sujets qui sont vraiment liés au SHS. Et on verra après les disciplines, je vais les décrire. Donc ça, c'est pas une surprise. Deuxièmement, il est très rare qu'on accorde une cifre. D'abord, il est très rare qu'une cifre soit déposée dans les sciences dites technologiques, parce que spontanément, une collectivité n'a pas de ressources propres en termes d'encadrement dans les domaines des sciences technologiques. La seule exception, ce sont de très grandes communautés, des très grandes agglomérations, et je pense beaucoup à la mairie de Paris, la mairie de Paris a ses propres laboratoires en termes de qualité de l'eau, qualité de l'air, qualité des sols. Donc il est possible que nous ayons, d'ailleurs on le voit, la partie sciences agronomiques et écologiques qui représente 7%, c'est bien au-delà de toutes les autres disciplines. Et on voit que ça traduit le fait que certaines grandes communautés, grandes agglomérations, ont en leur ressourcement propre des laboratoires de recherche dans ces domaines de l'agronomie et l'écologie, qui sont des domaines qui intéressent aussi les collectivités territoriales. Donc, ce n'est pas étonnant qu'on les retrouve, mais vous voyez qu'on les retrouve dans une proportion extrêmement inférieure. On n'est qu'à 7%. Voilà. Donc ça, c'était vraiment pour redéfinir l'écosystème en termes de domaines scientifiques. Et en plus, vous allez, Pascal, dans les autres slides, nous montrer quels sont les sujets, les thématiques, ce qui va nous permettre Exactement, de comprendre tout à le fait. taux de pourcentage assez fort. Tout à fait, Mm, absolument. mm. Alors, je vois qu'il y a encore des gens qui arrivent, donc j'autorise l'entrée de quelques retardataires. Alors, je vais passer ensuite sur. Alors ça, il est peut-être un peu chargé, mais volontairement, on a voulu quand même présenter, aller plus loin dans les disciplines. Et donc là, on a regardé. Donc c'était les domaines scientifiques, ce que j'ai dit avant. Donc SHS, c'est les grands domaines scientifiques. Et après, on regarde quels sont les domaines, les disciplines scientifiques proprement dit. Et là, il y a 200, il y a énormément de domaines, hein. Il y a 700 chiffres et je pense qu'il y a au moins 400 domaines, disciplines pardon, différents. Donc, on ne peut pas tous les représenter. Donc, moi, on a regardé les disciplines qui totalisent au moins 10 chiffres, qui est un critère de sélection. Et ça représente, si on prend que les disciplines où il y a au moins 10 chiffres, ça représente 90% de toutes les chiffres. Vous voyez qu'on est, on est quand même assez représentatif. Et on voit qu'il y a 7 domaines très porteurs. D'abord, le premier domaine, c'est la sociologie, la démographie. Et on verra que c'est très en lien avec les sujets, évidemment, après, et des préoccupations des territoires. L'aménagement de l'espace, urbanisme, vous voyez qu'on était à 17%, 13%. La géographie physique, humaine, économique et régionale, aussi à hauteur de 10%. Le droit est très important dans les collectivités. On voit qu'on est à 8% de droit. Vous avez ici le pourcentage et le nombre de sujets, hein. Vous voyez que ce n'est pas anodin. La sociologie, c'est plus de 100 sujets. Hein, sociologie, démographie. Et puis après, on voit que c'est de plus en plus réduit. La biologie, c'est à hauteur de 7%, et on va jusqu'aux sciences politiques qui sont à 6%. Donc on a séparé ce qui est au-delà de 5% en termes de représentativité, et après, tous les sujets qui sont également traités, mais dans des proportions beaucoup plus faibles. Et donner tous les pourcentages, ça aurait alourdi la diapositive, mais on voit qu'on a quand même, dans une proportion inférieure à 5%, l'économie, les sciences de l'éducation,
le sciences de l'information et de la communication, qui n'est pas les STIC, hein, c'est vraiment les sciences de l'information et de la communication, la psychologie, qu'elle soit clinique, sociale ou générale, l'histoire est aussi représentée à moins de 5%, l'histoire des civilisations ou histoire moderne, ou l'archéologie, on voit qu'il y a une distinction, et puis on a même des arts plastiques, le spectacle, la musique, l'esthétique, et ça on va les retrouver dans des collectivités qui veulent mettre en avant un travail de recherche, par exemple associé à un théâtre municipal ou associé à une cinémathèque. Vous voyez, on retrouve des chiffres aussi dans ces écosystèmes-là. Et une petite question, Pascal, avez-vous repéré des thèses à la jonction de plusieurs disciplines dans des démarches de co-tutelle interdisciplinaire? Alors oui, bien sûr. Là, il faut savoir que en CIFRE, on est tout à fait ouvert, hein. En fait, nous, on s'aligne sur la réalité du doctorat, hein, bien évidemment, parce qu'on est dans le cadre d'une formation doctorale. Donc effectivement, vous pouvez avoir deux disciplines représentées. Parce que le mot a été dit à la jonction ou à la frontière de deux disciplines. Donc, oui, nous avons des disciplines qui peuvent être à deux frontières. Par exemple, vous pouvez avoir, j'ai juste un exemple qui me vient en tête, une frontière entre l'urbanisme et le développement du territoire. Donc, vous allez avoir, par exemple, un co-directeur de thèse qui va être vraiment dans des problématiques d'urbanisme, et puis un directeur de thèse qui va être dans la politique territoriale, la politique de développement du territoire, la mobilité dans les territoires, par exemple. Et l'urbanisme peut tout à fait être observé au prisme de la mobilité dans un territoire. Voyez. Donc oui, bien sûr, on a tout à fait ça. Et j'irai même plus loin, la CIFRE est aussi ouverte à une co-tutelle internationale. Donc, on peut avoir deux laboratoires en France complémentaires dans des thématiques différentes qui viennent alimenter les travaux. Et puis, vous pouvez tout à fait avoir un laboratoire en France, voire deux laboratoires en France, et un laboratoire à l'étranger, avec une co-tutelle internationale cette fois, avec une reconnaissance du doctorat dans les deux pays, avec une double diplomation et avec une présentation en anglais et un rapport en anglais pour être conforme à la co-tutelle internationale. Oui. Alors, je vais peut-être accélérer un peu. Oui, oui, parce que là maintenant je ne les prendrai pas les questions, allons-y. Je les D'accord, prendrai très bien. après, hein. J'ai Très vu bien. qu'il y avait une question qui revient, là je vais la prendre après. Alors, Ouais. ici, on vous présente la répartition territoriale. Alors, c'est vraiment intéressant de constater. Alors, vous avez en bleu les régions dans lesquelles s'exerce la CIFRE et en orange, la région où est positionné le laboratoire. Hein, le CIFRE, hein, je vous rappelle, hein, c'est vraiment du temps dans un laboratoire et du temps chez l'employeur, en l'occurrence dans la collectivité territoriale. Et on voit qu'il y a quand même il y a trois régions majeures. Bon, il y a l'Île-de-France qui arrive en tête avec un quart des CIFRE employeurs qui sont en Île-de-France et 31% des laboratoires positionnés en Île-de-France. Alors, ces gens vont me dire, mais c'est curieux parce qu'on a plus de labos dans la région Île-de-France que d'employeurs. Mais oui, parce qu'il y a des collectivités dans d'autres régions qui s'appuient en partenariat avec des laboratoires qui sont situés dans des universités en région parisienne. Donc c'est pour ça on peut avoir plus de laboratoires que d'employeurs. L'autre région qui est à égalité, là pour le coup, on a vraiment 13% employeurs et laboratoires, c'est la région Occitanie. Et la troisième région, c'est la région Auvergne-Rhône-Alpes. Alors ce sont des grosses régions, vous l'avez compris, hein, région Occitanie, Île-de-France et Arras, ce sont vraiment des grosses régions. Donc ça, on comprend aussi il y a plus de communes probablement, plus de collectivités dans ces régions, et ça justifie aussi le fait qu'il y ait plus de collectivités en CIFRE dans ces régions-là. Et après, on a tout un panel de régions. Vous voyez qu'on en a aussi, alors c'est très anecdotique, mais on a à Mayotte, en Polynésie française, en Martinique, en Guyane. Donc les territoires ultramarins ne sont pas exclus des CIFRE en collectivité territoriale. Et ce qu'on constate, pardon, c'est que les CIFRE en collectivité dans les territoires ultramarins sont souvent rattachés à un laboratoire en métropole. Pourquoi, je ne sais pas, mais c'est quand même ce qu'on observe. Et puis on voit qu'on est plutôt inférieur à 10% pour toutes les régions autres que les trois que j'ai mentionnées. Et je veux souligner le fait que cette répartition, elle est différente de la répartition des chiffres, toutes catégories confondues. D'ailleurs, toutes les chiffres, on voit qu'on est quand même beaucoup plus centré. On est à 50% d'employeurs en Île-de-France. Là, on n'est qu'à 24%. Donc, c'est-à-dire qu'il y a quand même une plus grande diffusion des chiffres dans les territoires en collectivité comparé à l'ensemble des chiffres, toutes disciplines et tout profil d'employeurs confondus. Donc ça, il faut vraiment le souligner qu'il y a, alors c'est assez inégal quand même, mais comparé à l'ensemble des chiffres, c'est quand même un peu mieux réparti sur l'ensemble du territoire. Très bien. Alors, je vais On compte.
Je vais On poursuivre. Alors, continue. ça, Ouais. Claudine, vous l'avez signalé, et c'est vraiment quelque chose de passionnant de voir quelles sont les thématiques des sujets qui sont portés. Alors, la méthodologie, hein, c'est une statistique qui est basée sur l'analyse des titres, des thèses et la description des sujets. Et puis, les occurrences incluent des variantes et notamment des synonymes. Quand des synonymes mots-clés ou des variantes sur les thématiques, on les regroupe. Par exemple, si je prends le premier, donc là, vous avez le top 10 des sujets, vous avez développement territorial. Et vous voyez, et ça inclut des thèmes et des mots-clés comme la gestion des territoires, la transformation urbaine et rurale. Voilà, c'est par exemple des mots-clés qui remontent dans certains sujets et on les a classés directement dans les développements territoriaux. Mais vous voyez, 100 sujets portés par les collectivités sur ces problématiques de développement du territoire. Ça veut dire que les collectivités utilisent la cifre, alors le mot n'est pas très beau, mais en tout cas, s'adjoignent de l'apport d'une cifre pour répondre à des développements, à des sujets de développement territoriaux. Donc voilà, ça c'est vraiment un point important. Et la CIF, ce n'est pas juste une cerise sur le gâteau qui vient alimenter un écosystème un peu annexe de la recherche. Ça vient servir, je pense Christine, vous reviendrez vraiment sur ces points-là, ça vient servir ces enjeux de développement territoriaux. Ensuite, le changement climatique. Vous voyez, presque à égalité, on a l'adaptation, la transition écologique, les solutions durables qui correspondent à des sujets portés par les collectivités. La politique sociale, donc ça, on sait que les territoires sont d'abord parce qu'il y a un service à la collectivité, un service aux citoyens. Donc le fait que les sujets soient portés par des thèses en politique sociale, c'est pas une surprise, mais c'est important de voir dans quelle proportion c'est porté. Patrimoine et histoire, alors c'est exploration historique, la conservation des monuments qui sont portés par les collectivités. Donc ça montre que des thèses en histoire ou en archéologie ou moins loin que l'archéologie en architecture, portées par les territoires, c'est quand même significatif de la préoccupation en termes de recherche des territoires. Puis après, je ne vais peut-être pas tous les détailler, mais on voit, vous l'avez, la mobilité urbaniste, la transition énergétique, la biodiversité et l'environnement, qui porte 45 sujets, éducation et jeunesse, et santé et bien-être. Alors, ça peut paraître assez faible. Alors, ce qu'on constate, nous, c'est que les sujets de l'éducation et des sujets en rapport avec la jeunesse sont souvent portés dans les sites par des associations locales. Ils s'emparent de ces projets-là, visiblement plus que les collectivités en tant que telles. Mais c'est quand même des sujets qui ne sont pas à négliger. Par contre, c'est très révélateur pour justement les futurs doctorants lorsqu'ils veulent s'intéresser sur des collectivités territoriales, c'est d'investiguer sur ces types de sujets et de faire une exploration hein, sur chacune des villes et pour justement identifier les projets en cours, quoi. Et donc là, c'est vrai Exactement. que là, c'est très intéressant. Hein. Ouais. Mm. C'est vraiment les sujets qui parlent aux collectivités. Oui, tout à Donc, fait. c'est, C'est ce qui c'est- parle. vous avez raison, Claudine, il faut vraiment Ouais. intégrer ces sujets dans vos propres souhaits de faire de la recherche. C'est-à-dire, vous savez, souvent, les mots-clés, c'est très important, ça résonne bien. Donc, quand vous proposez un sujet à une collectivité, renseignez-vous de quelle est la politique territoriale de la collectivité Mm. et voir quels sont les grands enjeux sur lesquels le territoire va développer son activité au service du citoyen. Voilà. Donc ça, c'est très important. Mm. Très bien. Alors, j'arrive à la fin de cette enquête sur les données dont nous disposons depuis 2011. Donc moi, il faut retenir un certain nombre de choses. La première, c'est que c'est vraiment une population qui se féminise au cours du temps et qui est vraiment majoritaire depuis 2017. Donc, ça ne veut pas dire qu'il n'y a que des femmes qui peuvent faire des chiffres dans les collectivités, mais c'est quand même une population qui est très sensibilisée à la position des femmes dans la recherche et notamment dans les collectivités. Ensuite, gardez à l'esprit que 2 tiers des projets sont vraiment portés par des communes importantes, communes de plus de 40 000 habitants, par les établissements publics communaux, intercommunaux, de collaboration intercommunaux, les EPCI. Donc, ça veut dire agglomération, communauté de communes, communauté urbaine et puis les conseils départementaux. Alors c'est vrai que les conseils régionaux sont moins bien représentés, ça ne veut pas dire qu'il faut les exclure, hein. Donc il faut aussi aller vers les conseils régionaux. N'oubliez pas que c'est les conseils régionaux qui proposent les salaires les plus élevés, donc c'est aussi un facteur d'attractivité. Ensuite, les salaires sont en moyenne supérieurs au minimum, donc ça c'est important en moyenne, et sont plus élevés, je l'ai dit, dans les conseils régionaux, les EPCI et les petites communes. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas que cibler ça, mais c'est important de bien garder ça à l'esprit. Ensuite, il y a 3 grandes régions qui portent les projets, ce qui veut dire que ces régions sont plus à même, ces 3 régions sont plus à même d'être à l'écoute aussi d'un projet de tel type dans les collectivités territoriales, parce qu'il y a plus d'habitude
il y a plus de projets portés dans l'Île-de-France, l'Occitanie et la région Aura. Voilà, je l'ai dit, hein, plus de 50% des projets dans ces trois régions. Et puis, dire aussi que les top 5, alors j'ai gardé que les top 5, que les 5 plus grands projets, sujets portés par les collectivités, c'est des enjeux territoriaux et nationaux, comme le développement territorial, le changement climatique, la politique sociale, le patrimoine historique et la mobilité et urbanisme. Voilà, c'est vraiment les top 5. Et quand on dit changement climatique, il faut par exemple garder à l'esprit qu'une commune du littoral va être beaucoup plus sensibilisée aux problèmes, aux enjeux du changement climatique qu'on observe. Recul du front de mer, problème du littoral, problème d'effondrement du littoral. Vous voyez, tous ces enjeux-là, l'urbanisme en littoral, comment traiter l'urbanisme en littoral. Donc, par exemple, toutes les communes de front de mer, c'est vraiment des sujets dont elles peuvent s'emparer. Voilà, c'est une idée de projet, mais quand on parle de changement climatique, ça peut aussi concerner le littoral de manière plus accrue, voilà, de manière plus aiguë. En tout cas, merci beaucoup, hein, Pascal. On va passer maintenant à Christine, hein, qui va nous détailler toute l'enquête. Donc voilà, je te laisse débuter là sur la partie enquête flash réalisée en mai-juin là. Voilà, donc effectivement, on s'est entendu avec Pascal pour lancer cette enquête auprès des anciens doctorants et doctorants CIFRE pour avoir vraiment une vision actuelle de ce qu'est la recherche en collectivité. Donc, 697 doctorants ou anciens ont été sollicités par notre questionnaire. Questionnaire de 10 questions, dont certaines en réponse libre. Donc, 2/3 questions fermées. Et puis, sur les questions libres, il a fallu on a fait une analyse de contenu. Donc, taux de clic 23%, taux de réponse 14,5%. Et Pascal, ce que vous avez dit par rapport à des enquêtes non obligatoires, que c'était un taux de réponse intéressant, important. C'est ça? Absolument, oui, sur une enquête qui est très large en termes de population, qui interroge des personnes qui ont peut-être changé d'activité depuis, qui sont peut-être éloignées de la cifre depuis 2011, je pense au premier. 14,5% de réponse, oui, on est dans la très beau taux de réponse. Oui, on est plutôt, en général, sur des enquêtes très générales, on est plutôt entre 10 et 11%. Voilà. Donc 14 millions, on Voilà. était plutôt content du taux de réponse. Oui, donc ça correspond à ce que effectivement le sujet est intéressant et qu'il va falloir le développer. Donc ça sera un peu la conclusion, vous nous direz ce que vous en pensez. Alors après, sur les répondants, 31% d'hommes et 69% de femmes, donc ça corrobore ce qu'a dit Pascal, un taux de féminisation important. Sur l'âge, 45% entre 20 et 30 ans, et puis entre 30 et 40, 42%. Donc il y a quasiment les 2/3 entre 20 et 40 ans, et plus de 40 ans, 14%. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter par rapport à ce taux. Non, il est tout à fait en ligne avec la Voilà. progression du nombre de chiffres au cours du temps. C'est normal qu'on ait moins de chiffres de personnes au-delà de 40 ans, puisque c'est des personnes qui ont dû faire leurs chiffres il y a déjà 15 ans et qui étaient beaucoup moins nombreuses, comme on a pu le voir au début. Alors après, sur la répartition de sujets de recherche par thématique, eh bien, donc on rejoint ce que Pascal a dit sur les thématiques porteuses. Donc, vous avez politique publique et sociale quand même qui est assez importante. Alors, politique publique en général et politique sociale, oui. On retrouve l'urbanisme et l'aménagement. La gestion et l'organisation, le travail et ressources humaines, conditions de travail, santé au travail, problématiques de management, et numérique et innovation. Donc, peut-être qu'après, Pascal, vous pouvez faire le lien avec la slide sur les disciplines scientifiques. Oui, on retrouve, Voilà. sans surprise, on retrouve l'espace urbanisme, architecture, la sociologie. Vous vous souvenez que la sociologie, la démographie étaient des sciences assez bien représentées dans les sujets. Donc on voit que... Alors après, les personnes qui répondent, c'est complètement volontaire. Donc là, il se trouve qu'il y a effectivement
plus de personnes sur le sciences de l'éducation qui ont répondu, alors que la science de l'éducation était moins bien représentée en termes de représentativité. Mais ça, Oui, on ne gouverne pas c'est la ça. volonté de répondre ou pas, hein, voilà. Oui, C'est comme on avait 69% de femmes qui ont répondu, alors qu'on avait 60% de représentation des femmes. Voilà, les femmes étaient peut-être plus enclins à répondre à l'enquête que certains hommes. Voilà. Mais j'ai pas, voilà, il n'y a rien d'autre à dire particulier sur ça. bon, ben là, on retrouve que les travaux, on vous a dit précédemment, 30% dans des communes de plus de 40 000 habitants, les métropoles, 20%, et puis, bon, autre, ce qu'il y a identifié, et conseils départementaux. Donc, on retrouve la classification précédente. On voit Alors, bien, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit bien la même proportion des ouais, conseils départementaux et des conseils régionaux. Donc ouais, ça c'est intéressant, hein. De mémoire, on était à 14% et 7%. Là, on est à oui, 13% et oui, 6%. Donc oui, ça veut dire que les répondants, c'est assez représentatif de l'écosystème au départ de oui, la répartition des chiffres. c'est ça. Et en même temps, ça alimente aussi la réflexion. Si on fait une recherche aujourd'hui d'une telle cifre en collectivité territoriale, on peut maintenant caractériser, en tout cas au travers de ce que vous avez pu trouver, explorer, quel type de communauté ou de conseils départementaux, conseils régionaux, quoi. Et donc c'est pas mal. Donc là, ils vont pouvoir, ceux qui sont intéressés par un sujet sur les collectivités territoriales, ça permettra peut-être de mieux cibler. Absolument. Mm. Alors là, on s'est posé la question sur l'importance de la place donnée à la recherche par la collectivité et sur les effets de la professionnalisation et du pouvoir d'agir des doctorants impliqués. Donc, on a plusieurs slides pour illustrer. Donc, depuis quand occupez-vous ce poste? Eh bien, donc, il y a 57% inférieurs à un an, donc ce qui veut dire qu'ils commencent leur thèse chiffre. Vous avez 1 à 3 ans, 33%. Donc, ben, ils sont en fin de cycle. Et 3 à 5 ans, 6%. Donc, comment vous le qualifierez, Pascal? 3 à 5%. 3 à 5 ans qui sont dans la collectivité sur le poste actuel. Votre micro, Pascal. Vous avez des travaux, je coupe le micro. En espérant que ça ne vous vienne pas. Ben, en fait, oui, il ne faut pas oublier que là, nous, on regarde la cifre en tant que telle, hein, mais la cifre les gens qui se disent 3 à 5 ans en Mm, collectivité, ça peut être à la fois des gens qui sont encore en cifre, encore en mm. thèse et qui n'ont pas terminé leur thèse, ou bien des personnes qui sont déjà en post-thèse et embauchées par la collectivité territoriale. Ça, on ne peut pas faire le distinguo sur. On avait 40 questions, donc on a essayé de C'est limiter ça. aussi les questions. Ouais. Voilà. Et votre poste actuel vous permet de poursuivre des travaux de recherche, donc 63% qui nous disent oui. Mais donc ça, on verra effectivement par rapport aux appellations des fonctions. Et non, 22%, 15% parfois. Donc, mais là, c'est une piste qui mérite d'être creusée par rapport à ceux qui sont toujours en chiffres. Voilà. Donc là, il nous faudrait un peu plus d'éléments. Alors, on poursuit donc sur le lieu du poste occupé actuellement. Donc là, c'est le lieu du poste occupé actuellement. Donc, ce qu'il nous dit, c'est ils sont dans un autre service à 36%. Donc, ils sont dans un autre service que le service où ils ont fait leur test chiffre. Donc là, c'est peut-être juste après l'année chiffre. 25% qui restent dans la même collectivité, au sein du même service et dans la fonction publique. Donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est que ben, y a un micro-effectif qui reste quand même en collectivité et dans la fonction publique. Hein, Pascal? Oui, absolument. On voit qu'il n'y a pas de migration Voilà. dans une structure privée, par exemple, Oui, c'est qui ça. pourrait être le cas. Mais la seule migration hors public, c'est dans une association. Voilà. Mais on Et sait que donc, oui, pardon, allez-y. Pardon. Non, non. On sait que parfois, il y a des associations qui sont proches des collectivités, hein, qui sont aussi subventionnées par les collectivités. Donc, Oui. on peut imaginer qu'il y a une porosité entre certaines collectivités et certaines associations.
Donc, ce qui est intéressant, c'est quand même la spécificité du CIFRE en collectivité, c'est il n'y a pas de mobilité vraiment au niveau des entreprises, alors qu'on prône cette articulation publique-privée. Donc, ça devient un public spécifique, collectivité, voire association. Voilà, donc peut-être sur les caractéristiques. Alors, sur la répartition des fonctions par les doctorants, moi, je n'ai pas été surprise parce que, bon, je trouve que la sémantique est assez pauvre des types d'emplois où vous retrouvez chargé de mission. Donc, chargé de mission, qu'est-ce qui va différencier le chargé de mission doctorant CIFRE ou la personne qui fait de la recherche d'un chargé de mission masterand. Donc, voilà, moi, ça me questionne. Et par contre, vous avez une appellation, donc les collectivités, pour identifier la personne qui fait de la recherche, doctorant CIFRE. Alors, moi, ce que je peux faire, c'est que j'avais fait des recherches avec, au niveau de la sémantique des types d'emploi RNSCP, c'est que l'articulation emploi-formation est difficile à trouver pour les docteurs. Donc, j'avais réfléchi, je suis docteur en collectivité et comment, effectivement, quel va être l'intitulé de ma fonction. Eh bien, vous avez une référence qui est accessible à la fonction de responsable. On retrouve recherche et développement, études et prospectives, qualité, communication, partage d'informations, chargé de mission, projet, chef de projet. Et seule la fonction de directeur innovation et développement est citée pour des docteurs. Donc, moi, quand on indique je suis doctorant CIF, alors, ça rassure, effectivement, ça situe bien, je suis un doctorant qui fait de la recherche pour les agents au sein de la collectivité, pour les élus, etc. Mais ça, c'est un axe d'amélioration. Je pense qu'il faudrait qu'on affine pour trouver quelles seraient les appellations pour des apprentis chercheurs et voir après des chercheurs en collectivité. Et il y a une Oui. question pour ce graphisme. Est-ce que ça concerne les personnes qui sont encore en cours ou qui ont terminé en fait leurs chiffres, ce qu'on avait vu juste avant et maintenant. Est-ce que là aujourd'hui on est sur des chiffres de chiffres qui sont en cours ou est-ce que là tous les chiffres sont sur des chiffres qui sont terminés? Alors, on n'a pas fait le distinguo Voilà, entre les deux parce voilà, qu'il faut bien savoir que nous, on peut cibler la fin de la cifre, ce qui ne veut pas dire que c'est la fin de la thèse. Donc, ça voilà, veut dire, très et nous, bien. on n'a pas d'emprise sur la fin de la thèse, c'est-à-dire on n'a pas d'information particulière sur à quel moment la thèse est effectivement terminée et soutenue. Donc, déjà, c'est compliqué pour nous de savoir où se situe, à quel moment de sa vie de chercheur, de thésard, la personne se situe. Maintenant, on peut raisonner sur la cohorte qu'on observe et l'évolution du nombre de chiffres en collectivité. Donc, on voit qu'on a quand même une majorité, de mémoire, c'était 25 et 27%, donc quasiment 40% de doctorants qui sont encore en cours. En tout cas, qui sont dans la deuxième année de chiffre et fin de chiffre. Donc, c'est plutôt quand même les personnes qui seraient en fin de chiffre majoritairement. D'accord, très bien. Voilà. Et donc là, ce qui corrobore ce qu'avait dit Pascal, donc les doctorants sont rattachés, donc on le voit principalement à la direction générale stratégique. Donc c'est un positionnement important de la recherche et un signe fort pour l'ensemble du politique, du stratégique et de l'opérationnel. Après, effectivement, on a beaucoup d'autres, mais donc ça, on n'a pas pu l'analyser. Et puis, vous le retrouvez après, au niveau des services, innovation, développement, urbanisme, aménagement et culture et patrimoine. Ça rejoint les thèmes porteurs que vous a présentés Pascal. Il y a une petite question encore sur est-ce qu'on a des informations sur la durée moyenne des tests chiffres jusqu'à la soutenance? Alors ça, c'est une très très bonne question. D'abord, il faut savoir que la cifre, on est dans le cadre du financement du projet de recherche. Et la cifre, c'est 3 ans. Il y a quelques conditions d'allongement de la cifre. D'abord, il y a des conditions historiques qui étaient liées au Covid. La ministre en place à l'époque, Madame Frédérique Vidal, avait décrété que les chiffres pouvaient être prolongés et financés en raison du Covid. Donc on a financé 1200, à peu près 1250 chiffres qui ont été prolongés en moyenne de 3 mois.
Donc ça, c'est une condition très exceptionnelle, mais c'est tout à fait possible. C'est cadré par le ministère. Ensuite, l'autre condition de prolongation, c'est lorsque vous avez une situation de handicap avéré. Dans ce cas-là, le financement est de 4 années. Voilà, on passe de 3 ans à 4 années de financement. Voilà, c'est les deux seules conditions qui permettent de prolonger. Donc la CIFRE, c'est dans une écrasante majorité 3 ans. Après, qu'est-ce qui se passe après? Alors après, on n'a pas forcément d'emprise, nous. Donc, on interroge les doctorants dans le dernier mois de la CIFRE, hein, et on leur dit, est-ce que vous avez déjà la date de soutenance de prévue? À quel moment vous comptez soutenir? Mais c'est toujours un peu flou. Très honnêtement, les réponses ne sont pas forcément toujours très précises parce que les personnes n'ont pas forcément de visibilité sur la date à laquelle ils vont soutenir. Ce que nous, on a observé, c'est que vous savez que c'est majoritairement des thèses en SHS, et les thèses en SHS, c'est plutôt sur 4 ans ou 4 ans et demi. Voilà. Donc les chiffres dérogent un peu à cette règle, c'est-à-dire qu'il y a quand même des chiffres en collectivité en SHS qui restent, qui se soutiennent en 3 ans. Dans les tests se soutiennent en 3 ans. Mais il y a effectivement un peu de débordement au-delà des 3 années. Mais je n'ai pas de chiffres consolidés. D'abord, ça change d'une année à l'autre, hein. Et je n'ai pas de chiffres vraiment consolidés pour vous dire précisément la durée, la durée totale de la thèse en collectivité. Mais si vous mixez les SHS, où on sait que c'est toujours un peu plus long, mais les collectivités où c'est financé pendant 3 ans, et donc il y a des efforts qui sont faits pour vraiment tenir dans les 3 ans, vous avez un mixte des deux, et donc on dépasse un peu les 3 ans, mais pas forcément comme une thèse financée par l'État qui peut aller jusqu'à une 4e inscription, parfois une 5e inscription. Ok, on continue puisqu'il est déjà 11 heures. Alors oui, donc ce qui est intéressant, c'est est-ce que vous vous êtes senti reconnu en tant que chercheur, donc 67%, et votre poste reflète votre expertise scientifique, donc oui à 56%. Alors moi, je le relie effectivement au poste, l'intitulé doctorant CIFRE, donc là, effectivement, reflète l'expertise scientifique. Mais non à 40%, donc 44%. Donc, ce qui signifie que ben là aussi, axe de progrès concernant les fiches de poste, les fiches de mission. Est-ce que la thèse CIFRE est uniquement destinée à faire que de la recherche? D'autres, il y a des thèses CIFRE, des postes CIFRE où ils ont d'autres missions en collectivité. Donc là, c'est quelque chose aussi qu'il faut affiner parce que là, c'est quand même oui à 56% et 44% non. Donc voilà, là, c'est un axe de progrès. Alors, je vais justement sur cette question, diriez-vous que vous êtes un acteur de l'innovation? Car effectivement, lorsqu'on entre en thèse, qu'on est doctorant, eh bien, c'est pour le docteur a des compétences pour conduire des projets d'innovation par rapport à ses compétences réflexives, sa méthodologie de recherche, son aptitude au doute. Mais là, on retrouve, je me sens chercheur à 67% précédemment, et je me sens acteur de l'innovation à 46% simplement. Et vous avez un taux important de 34%, je ne sais pas, et 20% non. Et parallèlement, vous avez une valorisation des travaux de 10% en interne. Alors, moi, qu'est-ce que ça me dit? C'est-à-dire que, commençons par, donc, sur acteur de l'innovation, ben, qu'est-ce que signifie l'innovation en collectivité? Ce n'est pas effectivement élaborer des brevets industriels, mais c'est rentrer dans un processus d'innovation sociale, c'est-à-dire donc faire évoluer les pratiques, optimiser les ressources, relever des défis territoriaux, comme vous avez pu le constater sur les développements de territoire, qui favorisent la collaboration, l'expérimentation et l'adaptation. Donc, là, ce pourcentage important de 54% non, eh bien, moi, ce que ça me dit, c'est qu'il faut vraiment travailler le concept d'innovation en collectivité. Alors, on peut peut-être continuer. Alors, voilà. Donc, là aussi, donc, vous voyez, je me sens à 54% par acteur de l'innovation. Et là, quand on pose la question, est-ce que cette expérience vous a permis
d'adopter un double positionnement de chercheurs salariés de la collectivité, eh bien oui, à 71%. Eh bien ça, c'est de l'innovation. C'est de l'innovation sociale parce que je suis en capacité de développer un sentiment d'appartenance à la collectivité, de développer une culture administrative et de recherche. Donc, c'est-à-dire que je suis en capacité d'articuler deux mondes différents donc, et de me les rejoindre et d'identifier les jeux d'acteurs. Parce que moi, j'étais dans un focus group où, pour des doctorants première et deuxième année, c'était très difficile d'identifier les jeux d'acteurs. On a les jeux d'acteurs de la recherche et après, ben, tout cet environnement complexe de la collectivité, de l'écosystème. Et vous avez aussi, je suis capable de naviguer dans un contexte complexe. Alors moi, ce que j'entends par contexte complexe, c'est ben, je navigue dans un contexte complexe et incertain avec mon laboratoire de recherche. Je fais des va-et-vient avec la direction stratégique. Donc là, je suis vraiment dans la complexité. Et donc, cette expérience de recherche ben, a permis de développer un réseau. Alors, réseau laboratoire, réseau collectivité. Mais par contre, et là, c'est l'axe de progrès important, il y a un faible réseau des chercheurs des collectivités territoriales. Donc voilà, je pense que c'est pas étonnant. Voilà. Mais par contre, ce qu'on peut constater, c'est le fait qu'ils développent des capacités dans un contexte mouvant, complexe, ça c'est pas mal. Donc ça veut dire que Oui, si la carrière débutait en collectivité territoriale en fin de thèse civ, ça leur permet peut-être d'envisager le secteur privé, puisque c'est quand oui. même une des compétences que l'on recherche. Et également, j'ai vu de transposer mes compétences dans un autre contexte professionnel. Donc il y a quand même une prise de conscience qu'ils peuvent le transposer. Donc, Voilà, c'est ça. Ben ouais. oui, ben parce qu'ils adoptent déjà un double positionnement de chercheurs salariés de la collectivité. Et donc, je suis capable de transposer mes compétences dans un autre contexte professionnel. Mm, Donc, ça, c'est vraiment très intéressant aussi à valoriser. Hein. Ouais. mm. Alors, donc, effectivement, concernant la professionnalisation, donc, on se pose la question, ben, comment sont accompagnés les doctorants? Ben, l'accompagnement se manifeste par un important soutien technique du tuteur et du directeur de service, et puis rattaché à une direction générale adjointe, voire portée par des élus. Donc, par contre, peu de relations laboratoire et collectivité. Donc là, c'est précédemment l'environnement complexe. Et c'était la difficulté des doctorants que j'avais interviewés. Donc, cette fluidité, là aussi, qui est à renforcer. Et aussi, moi, ce que je souligne, c'est la faiblesse du soutien du service ressources humaines à 26%, où là, j'ai rajouté soutien soutenu de la RH 7% et administratif du service RH 19%. Donc, il y a au départ un soutien administratif sur la contractualisation, parce que ça, donc les services ressources humaines savent bien faire. Mais après, au-delà, ça manque d'accompagnement. Voilà, il faut les accompagner sur la montée en compétences, sur la possibilité pour les doctorants de mettre en place un parcours formation, de les aider à se positionner au sein de la collectivité. Voilà, donc ça aussi, c'est un axe de progrès important. Et je rajouterai aussi, ce qui est important, c'est des liens, non, donc c'était l'autre, alors voilà, peu de relations avec, voilà. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, ce serait intéressant de sensibiliser les services RH à l'accompagnement, qui est vraiment un processus d'intégration. Ça va être une de nos pistes qu'on va vous proposer de développer avec Pascal à la fin de ce Mm, webinaire. Ouais, parce que là, c'est flagrant. mm, Effectivement, ça met en difficulté les doctorants. mm. Et j'ajouterai une chose, c'est sur le peu de lien avec le laboratoire académique. Oui, Je pense que ça montre bien qu'il y a un éloignement quand même des collectivités avec le monde académique qui vient sûrement par
un vrai positionnement de la recherche en tant que telle. Alors, il y a le doctorant ou la doctorante, mais qu'est-ce que la recherche au sein d'une collectivité territoriale? Donc, il y a ce point qu'il faudra travailler aussi pour que la recherche soit bien appréhendée par les collectivités et bien intégrée dans la démarche des collectivités. Et ça ne pourra que nourrir une meilleure relation avec le partenaire académique. Oui, parce que jusqu'à présent, enfin, il y a encore très longtemps, il y avait une valorisation, une représentation externe de la recherche, donc les collectivités. Petit à petit, ils ont pu asseoir leurs compétences en s'appuyant sur des cabinets de consultants, des cabinets externes. Donc, puisque c'était des compétences essentiellement leur permettant de la gestion, de la culture administrative, juridique, etc. Et là, on voit qu'on est sur de la complexité et que les relations, on peut évoluer. Voilà. Donc, donc c'est quelque chose qu'il va falloir travailler. Et là, il y a pas mal de questions, juste pour vous dire, hein, on parle de l'encadrement et aussi le lien entre le labo et l'école doctorale, qu'il y ait un meilleur lien avec la collectivité. Et on parle aussi de former le tuteur qui est au sein de la collectivité territoriale dans cet encadrement, enfin, l'encadrement, et qui est aussi ce trio, en fait, hein, ce pacte avec la collectivité territoriale, l'école doctorale et le doctorant. Hein. Ça serait quand même intéressant. En tout cas, c'est des conversations que vous avez à côté pendant que vous parlez. Voilà, je voulais vous en faire part. OK, Très bien. merci. Merci Claudine. Alors, diriez-vous que la réalisation d'un travail de recherche, eh bien, ça nécessite indispensable l'implication politique, stratégique et opérationnelle. C'est-à-dire que le doctorant est au cœur de ce triptyque et la recherche ne peut s'effectuer il faut absolument bénéficier d'un climat de confiance et également d'une entraide au niveau du service. Donc, il y a effectivement cette implication politique. Et moi, j'étais dans une commune de 13 000 habitants vendredi. J'avais rendez-vous avec le maire et c'est le maire qui accompagnait la doctorante. Pourquoi accompagner la doctorante? Parce qu'il était enseignant, chercheur lui-même. L'élu à l'éducation jeunesse, c'était une chercheuse. La conseillère à la jeunesse, c'était une sociologue. Donc voilà, donc il y avait cet écosystème très favorable pour l'implication politique, stratégique et opérationnelle des doctorants. Mais donc on voit que bénéficier d'un climat de confiance, 92%, c'est indispensable pour mener à bien des recherches. Et la disponibilité, bien sûr, directe. Alors, la reconnaissance au sein de la collectivité de mon travail de recherche, comment se manifeste-t-elle? Eh bien, donc, la reconnaissance donc, à 61% de l'expertise élevée. Et donc, on le voit aussi par rapport à l'intitulé du profil de poste, doctorant CIFRE, donc ils se sont reconnus par là. Également par une reconnaissance des agents de la collectivité à 56%. Et par les élus à 27%. Voilà. Donc, je suis reconnue, mon expertise est élevée, mais je dirais qu'elle est peu valorisée financièrement. Et là, c'est vrai que sur les effets sur les solutions, c'est ce qui ressort, une valorisation financière plus élevée. Alors, approche de la recherche. Quelle est la vision de la recherche en collectivité selon les doctorants? Donc, moi, je les ai classés en trois items. Une vision positive, c'est-à-dire qu'effectivement, on est content, on participe au bien commun, à l'intérêt général, on produit des données scientifiques, collaboration, terrain, recherche-action, outils partagés, réseau. Et donc, j'ai un peu extrait des verbatims. La recherche est essentielle, pertinente, au service de l'intérêt général. Et moi, voilà, je me sens acteur de changement. Posture bottom-up, renforcer le maillage territorial et la confiance citoyenne. Donc, je me rapproche effectivement, de par ma méthodologie citoyenne, des méthodologies scientifiques des citoyens. Les fonctions attendues, c'est aide à la décision, innovation politique, validation scientifique, réflexion distanciée. Donc, on retrouve les compétences du doctorant. Et sur les verbatims, collectivité comme terrain de recherche, légitimité des politiques publiques,
recherche participative, on est bien dans la mouvance de la recherche-action, et renforcement de l'efficacité du service public local. Les limites, cependant, eh bien, un manque de reconnaissance, donc on l'a vu, déconnexion avec le terrain, conflit, temporalité longue, c'est-à-dire que les collectivités ont du mal à intégrer cette temporalité longue par rapport à la temporalité de l'action publique qui est courte. Donc, comment j'articule le temps long, le temps court, etc. Donc là, c'est de la complexité. Et puis là aussi, un point de vigilance sur la vulnérabilité des doctorants. Difficultés liées à la reconnaissance du statut de doctorant salarié, trop souvent mise de côté. Dans mon service, ce n'est pas du tout la priorité. Donc, je suis reconnue comme doctorant cible par un statut, mais dans mon service, effectivement, je vous avais dit, quel est le profil de poste et quelles sont les missions autres que le doctorant fait à part la recherche. Conditions de réussite, eh bien, pour cela, il faut qu'il y ait du soutien, un statut, dialogue avec tout cet axe politique, stratégique, opérationnel, de la souplesse et une épistémologie adaptée, puisqu'effectivement, le doctorant c'est un processus d'innovation sociale et qui, justement, interroge les codes sociaux établis. Donc, pour cela, les verbatims, respect des temporalités de la recherche, liberté d'action scientifique. Donc, se poser la question, effectivement, des droits d'auteur, des travaux scientifiques, donc l'implication de la direction et meilleure gestion des contrats cibles pour protéger les doctorats. Donc, il y a quand même voilà, un appel à la LNT pour aider-nous, protégez-nous, voilà, dites vraiment nos droits et obligations en tant que doctorant. Ça fera partie de ce qu'on peut proposer à l'issue de cette enquête, hein, absolument. Voilà. En termes d'accompagnement. Hein. Oui. Alors, peut-être, oui, je vais un peu accélérer. La recherche au sein des collectivités, elle alimente les politiques publiques à 91%, répond aux besoins en innovation à 39%, a été une aide à l'organisation des services, 13%. Alors, pourquoi? Parce qu'effectivement, les collectivités font davantage appel à des cabinets de consultants sur l'organisation des services, et c'est pointé du doigt par le dernier rapport de la Cour des comptes, les collectivités ont du mal à motiver pourquoi ils font appel à des cabinets consultants privés. Et aide à la structuration des services, c'est pareil, 11% et 13%. À bénéficier, par contre, à d'autres territoires, 34%. Donc, ça revient avec ce qu'avait dit précédemment Pascal. Ça, c'est important hein, quand même. Hein. Ça, c'est un truc à valoriser absolument dans les solutions, hein, c'est-à-dire mettre en visibilité que ces tests contribuent aux besoins d'innovation et alimentent les politiques publiques. Hein. Ça, c'est quand même. Tout à fait. Là, vraiment, on a des chiffres qui parlent. Et donc, oui. Donc, voilà, on en arrive à la place de la recherche. Donc, est-ce que vous dites, la collectivité ne mobilise pas suffisamment la recherche et à 75%, donc c'est très important, pour répondre à leurs besoins. Donc là, ça a développé ma capacité d'action en tant que chercheur, oui, à 67%. Mais par contre, donc il y a tout un axe de progression et de mise en lisibilité de ce que peut faire la recherche au niveau pour répondre aux besoins des collectivités. Et j'ajouterais que là, on est sur la finalité, mais ça interroge aussi sur ce qui est en amont de la prise de conscience des collectivités, de l'intérêt de faire de la recherche. C'est-à-dire que plus il y aura une conscience en amont d'un intérêt de faire de la recherche au service, encore une fois, du citoyen, meilleure sera la mobilisation des résultats par la collectivité pour alimenter sa politique régionale et territoriale. Et justement, il y avait une question qui était assez intéressante aussi, qui avait dit, avez-vous prévu d'interroger les collectivités encadrantes? Je pense que ce sera une prochaine étude que vous allez pouvoir faire. Hein. Je pense que ça, là, vous avez déjà mis en lumière que le chercheur au sein des collectivités territoriales contribue à une valeur ajoutée. Et je pense que la suite, ce sera certainement d'interroger les collectivités territoriales sur l'utilité des chercheurs au sein de leur contexte.
Oui. Absolument, oui, oui, absolument. Mm. Et j'irai plus loin, également interroger les laboratoires académiques Oui, dans leurs relations qu'ils Oui, ont c'est eues avec ça. les tout à fait. collectivités. Ouais. Ouais. Alors voilà, donc là, il y a une slide qui est très importante, c'est quels sont selon vous les besoins en innovation des collectivités. Donc là, ça se situe vraiment dans une approche systémique. Donc au niveau des individus, c'est effectivement se former à la culture scientifique, à la réflexivité, à l'expérimentation. Je vais prendre. Niveau collectif, c'est travailler en réseau avec les acteurs territoriaux et académiques. Et puis, c'est surtout décloisonner les services et les partenaires. Donc, pour travailler en créativité, en transversalité. Au niveau organisationnel, eh bien, c'est intégrer la recherche dans la stratégie. Donc, la stratégie de la collectivité en termes de poste, de budget, de statut. Donc, pas que ce soit uniquement un contrat chiffre, mais que ça devienne pérenne. Et puis, soutenir les transitions écologiques et numériques. Tous les défis sociétaux, écologiques, numériques, etc. Et en termes de processus, c'est mieux intégrer les résultats de la recherche dans les projets. C'est-à-dire, voilà, le projet s'achève, qu'est-ce qu'on fait des données de cette recherche? Donc, voilà, ça c'est vraiment intéressant en termes de besoins en innovation des collectivités. Alors, les défis et les leviers d'action pour donner une place plus importante à la recherche. Donc, c'est en termes de défis, c'est renforcer la confiance entre chercheurs, agents et élus. Et donc, former et accompagner les élus, les cadres et les agents à la culture scientifique. Et moi, je dirais que former les cadres et les agents, ben, vous savez qu'en collectivité territoriale, c'est le CNFPT qui forme ses cadres, ses agents, etc. Ben, il faut absolument qu'il y ait des modules sur initiation à la culture scientifique. Créer des postes dédiés à la recherche dans les collectivités. Sensibiliser les décideurs à la culture scientifique, puisqu'effectivement, c'était porté qu'à 27% par les élus. Et ça amène à nouer des partenariats pluriannuels avec les universités et à réinterroger les laboratoires de recherche. Soutenir des projets conjoints, CIFRE, laboratoires d'innovation. Donc, dans les conseils régionaux, départementaux, il y a des laboratoires d'innovation qui se créent. Élever les freins organisationnels et financiers pour permettre à l'écosystème de s'ouvrir. Bon, allouer des budgets spécifiques à l'innovation, mais à l'innovation, ben, ça veut dire qu'il faut retravailler le concept d'innovation, adapter les pratiques managériales, qu'elles soient beaucoup plus agiles, et puis mettre du réseau dans la pyramide, valoriser l'expérimentation et le droit à l'erreur. Donc là, je pense qu'il va falloir faire un focus là-dessus. Et puis créer des espaces pérennes de dialogue interacteur et instaurer des instances de dialogue stables avec la recherche. Voilà, pour que ça s'installe vraiment dans l'écosystème, ces allers-retours. Alors, donc voilà. Et donc, dans ce cas-là, comment faciliter l'intégration des doctorants? Déclinaison en 5 pôles. Eh bien, au niveau de l'accueil de l'intégration, présenter les missions. Donc, la fiche des postes est très importante. Comment je l'élabore? Qu'est-ce que j'y mets? Qui est un référent scientifique, interservice, mais un référent scientifique. Des journées d'accueil, des outils sciences humaines, des retours d'expérience. Surtout une posture relations humaines, écoute, ouverture, communication, réunion avec les décisionnaires, organisation, structuration, transmission des missions, un doctorant a terminé, comment l'autre récupère la mission. Et puis surtout expliciter les enjeux pour la collectivité, le cadrage clair au niveau du projet, des interlocuteurs et valoriser la recherche publique. Eh bien, tout ça découle après, on pourrait obtenir des moyens financiers pérennes, dispositifs fixes, et puis on peut recruter directement aussi, puisque en collectivité, vous rentrez soit par concours en fonction des filières, des cadres d'emploi. Et moi, je situe toujours les doctorants à A+, niveau d'administrateur ou ingénieur en chef, mais ça ne correspond pas à l'ADN d'un chercheur. Et par contre, avec la loi de transformation de la fonction publique 2019, il y a possibilité des contrats de projet. Voilà. Donc, je pense qu'après, Pascal, il peut poursuivre. Oui, je vais Voilà. reprendre la main. Donc, vous avez vu qu'il y avait un vrai sujet de relation avec le laboratoire académique, avec le monde académique.
Donc, on a également interrogé des personnes sur les leviers d'action pour améliorer cette relation avec le monde académique. Donc, on les a classés par thème. Évidemment, la communication, ça veut dire des réunions conjointes, des présentations croisées entre la collectivité et les laboratoires, et une mise en réseau aussi des acteurs au sein de la collectivité et des acteurs au sein du laboratoire. Et je le redis, le doctorant ou la doctorante, c'est une vraie passerelle entre les deux. Donc, il faut aussi capitaliser sur le temps que passe le doctorant ou la doctorante au sein du laboratoire et au sein de la collectivité. On dit souvent que un doctorant, il est plus utile quand il est chez l'autre. C'est-à-dire que pour la collectivité, elle va s'enrichir du monde de la recherche et du projet, de l'évolution du projet, de ce que va pouvoir faire le doctorant quand il est au laboratoire, et inversement. Donc, c'est vraiment ce jeu sur lequel il faut travailler. Donc, un binôme tuteur-chercheur, ça c'est extrêmement important. Ça veut dire qu'il faut que ça fonctionne. Et ça marche dès la création du projet, très en amont. Ça passe par des liens durables, évidemment. Le financement, Christine l'a dit, hein, il faut quand même des moyens dédiés. Il faut que les dispositifs soient pérennes au sein de la collectivité. C'est-à-dire qu'une collectivité qui prend une cifre, elle doit aussi s'interroger sur qu'est-ce que je fais après, à la fois pour le doctorant ou la doctorante en tant que tel, quand il est diplômé, mais aussi le projet. Qu'est-ce que je fais du projet? Est-ce qu'il y a matière à aller plus loin dans le projet et à enclencher une deuxième cifre? Ça, c'est vraiment important de pérenniser la position du dispositif au sein de l'écosystème. Et puis, valorisation des débouchés au sein de la collectivité, évidemment, pour ce que deviennent l'étudiant ou l'étudiante après sa thèse, mais peut-être aussi réfléchir à des stages en amont d'un doctorant. C'est-à-dire commencer à se dire, je ne suis pas sûr que j'ai matière à faire une thèse, mais je vais d'abord prendre peut-être un étudiant en stage de Grand Master, pour comprendre quelle peut être sa position à terme sur un projet de thèse, et pour commencer à travailler sur un projet d'études préalables, pour voir comment ça peut déboucher potentiellement sur une thèse. Et puis après, évidemment, sensibiliser les deux écosystèmes sur les enjeux mutuels des deux. Voilà, Claudine, peut-être on peut aller vers la conclusion. Oui, alors juste comme ça rapidement, parce qu'il est déjà Oui. 11h26, c'est qu'on voit bien qu'aujourd'hui, il y a un vrai travail de communication, hein. Je pense que dans ce que vous dites, Pascal, hein, et au travers des différents échanges dans les conversations, il y a quand même un vrai binôme, même trinôme à mettre en place pour que cette thèse, elle puisse aussi être utile pour les collectivités territoriales, mais aussi pour le doctorant. Donc voilà, donc là maintenant, on est au terme on a vraiment bien tenu le temps. C'est aujourd'hui comme next step, qu'est-ce qu'on fait? Quelles sont aujourd'hui les prochaines étapes suite à cette étude? Et quels sont les axes qui pourraient permettre justement ce que vous avez pu évoquer sur les leviers proposés? Alors vous débutez, Pascal? Alors, les leviers alors là, entre-temps, je vous ai donné tous accès. Vous pouvez prendre la parole en tout cas, vous levez la main et vous pourrez prendre la parole et on pourra vous voir. Voilà, ça c'est libéré. Alors, la première chose, c'est clairement, il y a un livret, j'ai envie de dire, un guide pour aider à la fois les collectivités, mais aussi les deux autres acteurs, hein, doctorants et laboratoires, pour comment amorcer le travail de mise en place d'une thèse CIF au sein d'une collectivité. Et on souhaite que ce livret soit très, très didactique, bien sûr, mais surtout très concret. C'est-à-dire par quoi je commence, quelle démarche initialiser, donner des arguments pour convaincre une collectivité de l'importance d'un travail de recherche. Donc ça, c'est le premier point qui est une espèce une sorte de guide de la cifre en collectivité. Et ensuite, ça c'est notre rôle à l'NRT, c'est d'avoir des actions de promotion au sein des collectivités et peut-être s'appuyer sur des structures dans lesquelles les collectivités sont impliquées. Alors, il y a peut-être les PUI, mais il y a aussi les chambres de commerce locales, enfin, tout l'écosystème local dans lequel les collectivités peuvent être présents, peut-être aussi les pôles de compétitivité, et leur proposer une action de promotion avec, Christine le disait en amont de cette conférence, c'est de proposer aussi à des témoignages, de venir dire voilà, concrètement comment ça s'est passé, quel était mon parcours pour arriver à convaincre une collectivité d'une cifre. Donc ça, c'est un travail qu'on peut faire, nous, en termes de promotion, mais vraiment cibler la promotion sur en fait, les challenges que doit relever une collectivité.
Pascal, recoupez les micros parce qu'on a un bruit de fond derrière et c'était compliqué de vous entendre. Recoupez tous les micros peut-être, non? Parce que là, on a beaucoup de Oui, bruit c'est derrière. vrai qu'il y avait Ouais, du bruit. ouais, il y avait énormément de bruit. Oui. Alors, je Bah, pense que c'est moi, malheureusement. Je pense que c'est moi. ah, c'est chez vous, d'accord. Alors, je vais couper mon micro et vous me direz si vous avez encore. Oui, il n'y a Ah, plus de on bruit. l'entend Il n'y plus. a, il y Oui, a plus oui. de bruit. C'est pas grave, on est à la fin. Oui. Christine, tu termines Alors, parce que oui, là, on est à 29, ouais, 11h29. donc moi je dirais qu'il faut accompagner les services RH. Et ce que j'avais proposé à Pascal, c'est de relancer les petits-déj RH avec la NRT et de mettre un réseau collectivité locale, laboratoire de recherche. Après, mettre en place des actions de formation pour les agents et les cadres, voir si c'est possible avec le CNFPT. Établir une dynamique partenariale avec les associations d'élus, les associations des DRH, le syndicat national des DGS, donc s'il y en a quelques-uns qui y participent. Donc, moi, c'est le message chaque fois que j'essaie de transmettre. Et constituer un réseau de chercheurs territoriaux qui avait été préconisé par le rapport Laurent ICAR en 2022 et alors relancer le dispositif 1000 doctorants pour les territoires. Donc, il faut qu'on essaie de voir où ils en sont. Et moi, ce que je vois, c'est effectivement travailler vraiment le concept d'innovation sociale pour les collectivités. La recherche, c'est de l'innovation sociale et que tout le monde puisse s'en emparer. Et à ce moment-là, c'est comme ça qu'on amène de nouveaux éléments de langage. Voilà. Je Bah, pense écoute, que merci Christine. Donc il est 11h30. Il y a encore un petit bruit de fond. La personne qui a encore son micro ouvert, on entend des bruits incroyables, mais c'est pas oui, vous, Pascal. Pascal, je oui. vais vous demander de réouvrir votre micro parce que nous allons nous quitter. Et donc, merci beaucoup hein, pour ces échanges très riches. La suite, vous avez vu, est déjà en marche. Hein, donc, on aura l'occasion d'entendre encore Pascal et Christine, qui vous feront d'ailleurs aussi des résumés. Le replay sera envoyé pour toutes les personnes qui ont été inscrites au webinaire. Donc, on va vous remercier. Je vous laisse le dernier mot et puis c'est terminé. Voilà. Merci beaucoup. Merci et puis au plaisir de vous retrouver. Donc, il y aura plusieurs événements, plusieurs actions. Voilà. Merci beaucoup, merci à tous et merci à la PEC et à l'Université Nice Côte d'Azur de nous avoir sollicité sur ces enquêtes qui sont absolument passionnantes. Voilà, merci Ouais, et beaucoup, très merci à tous. opérationnel. Et très opérationnel. Donc, explorer les collectivités territoriales. Oui, Voilà. ah oui, Je, et je dirais je- que c'est l'avenir dans un contexte voilà. budgétaire contraint. Pascal, je vous laisse couper l'enregistrement. Oui, on va couper la réunion. Merci à tous. Bonne Merci à fin de tous. Au Merci, au journée. revoir. revoir, Au bel Au revoir. revoir. été, au revoir.